bien, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être ici avec nous. Je tiens à vous dire que je suis ravie d'être à Alger, après avoir rencontré Benjamin Stora, donc à Ajaccio. Et vous le connaissez tous, c'est un enfant du pays. Peut-être qu'à travers cette conférence, nous allons en apprendre un petit peu plus sur son parcours, sur sa vie, sur son engagement. Alors tout d'abord, Benjamin Stora, je viens de le dire, nous sommes à Alger. En quoi, selon vous, l'Algérie est-elle aujourd'hui un pays phare en Méditerranée? Question qui va faire plaisir naturellement à tous nos auditeurs, particulièrement nombreux. Merci pour l'invitation à Alger. C'est pas la première fois, bien sûr, que je viens ici. J'avais déjà été invité à l'Institut français d'Alger, mais aussi à Constantine, et puis dans d'autres villes. L'importance de l'Algérie, en quelques mots, il faudrait des heures pour répondre à cette question, mais en quelques mots, l'Algérie est comment dirais-je, le pays le plus important dans la mesure où c'est lui qui a la plus grande frontière avec l'Europe, la plus grande frontière maritime avec l'Europe. Donc c'est déjà en soi, disons, une situation géopolitique et géographique tout à fait décisive. C'est le pays qui a le plus grand désert du monde, donc la plus grande frontière saharienne avec l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un deuxième aspect tout à fait décisif lorsqu'on connaît les turbulences géopolitiques aujourd'hui, notamment en Afrique et Afrique subsaharienne. Donc que ce soit pour la Méditerranée ou que ce soit pour le Sahara, l'Algérie a une double frontière qui est une des plus importantes d'Afrique et de la Méditerranée. Donc c'est dire l'importance géopolitique de ce pays, l'importance par sa population, près de 40 millions d'habitants, c'est aussi à ce niveau-là bien sûr une importance et un poids démographique très très important. Pour la France et pour l'Europe, une très grande diaspora algérienne qui vit à l'étranger, plusieurs millions de personnes qui vivent à l'étranger, dont notamment bien sûr la plus grande immigration étrangère qui vit en France, et aussi bien sûr des descendants, pour ce qui concerne la France, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, les descendants directs de cette histoire algérienne qui sont directement concernés par cela et qui vivent en France, de plusieurs millions de personnes. Donc c'est par conséquent une histoire, un pays, une géographie qui reste au carrefour de toutes les grandes civilisations et un croisement bien sûr d'intérêts économiques. L'Algérie c'est aussi bien sûr, vous le savez, le pétrole, le gaz, etc. Donc c'est pour tous ces intérêts et toute cette histoire, l'Algérie reste naturellement un pays extrêmement important, un grand partenaire pour l'Europe en général, pour la France en particulier, et pour le Maghreb, pour l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Vous voyez que ça fait beaucoup. Que ce soit l'Afrique subsaharienne, que ce soit la Méditerranée, que ce soit l'Europe. Donc il y a par conséquent un intérêt très fort pour ce pays, bien sûr. Alors ça, c'est pour les aspects géopolitiques et géostratégiques. Et d'un point de vue plus personnel, comment caractérisiez-vous votre attachement à ce pays? Comment se manifeste-t-il au quotidien et dans votre travail? L'Algérie, bien sûr, c'est le pays où je suis né. J'ai consacré d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Les Clés retrouvées, qui est en vente d'ailleurs ici en Algérie, qui raconte mon histoire, mon enfance, jusqu'en 62, donc avec mon départ à 12 ans, donc le pays où je suis né, à Constantine, une ville très particulière. Je vois qu'ici il y a des figures amies sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs dans ma trajectoire intellectuelle. Donc c'est un attachement, bien sûr, d'abord historique, je veux dire sentimental, personnel, familial, à cette histoire, à ce pays, mais avec une volonté de le comprendre, pas simplement une volonté de rester enfermé dans un passé lointain, nostalgique ou autre, mais de l'inscrire résolument dans le présent. Ce que j'ai toujours fait dans l'histoire que j'ai pu écrire sur ce pays, c'est de l'ancrer dans le présent, c'est-à-dire en fonction des enjeux du présent, en fonction des enjeux démocratique, pluraliste, citoyen du présent. Ça n'a jamais été pour moi un enfermement dans un passé disparu. Et justement, pour mieux l'ancrer dans le présent, vous avez également choisi de travailler sur le passé. Et on peut définir dans votre trajectoire personnelle le moment de cet engagement au service du travail sur le passé à la période de mai 68.
C'est... Oui. Oui, non, tout à fait. J'ai écrit un autre livre là-dessus. Oui. Toute la soirée, là-dessus, il y a un livre, là, il y a un autre livre. Donc, bon, là, c'est mon dernier livre, effectivement, sur mai 68. Parce qu'effectivement, à la faveur d'un engagement politique en 68 et après, donc dans les années 70, un engagement politique très à gauche, donc très anticolonialiste par conséquent, donc très révolutionnaire, j'ai pu m'intéresser et faire retour à l'Algérie. Donc c'est par l'engagement politique, en fait, que je suis, entre guillemets, retourné en Algérie. Et pas simplement par attachement nostalgique au pays de mon enfance, mais par rapport aussi, et surtout dans un premier temps, par rapport aux enjeux de société dégagés par cette période très particulière des années 70, qui étaient les questions démocratiques, les questions politiques et l'attachement à l'époque, ce qu'on a appelé le tiers-mondisme, c'est-à-dire la question révolutionnaire qui secouait, qui frappait un certain nombre de continents à cette époque-là. Bien sûr, la guerre du Vietnam, qui a été un des grands moteurs de mobilisation de la jeunesse dans les années 60-70, ce qui se passait en Amérique latine, avec la révolution cubaine, évidemment, qui inspirait, mobilisait des fractions très très importantes de la jeunesse, ce qui se passait en Afrique, bien sûr ce qui se passait avec la question palestinienne. Donc toutes ces questions-là ont agité la jeunesse de cette période des années 70, et par conséquent, à la faveur de tous ces engagements, en faisant des études d'histoire à l'époque à l'université de Nanterre, dans le fond, mon professeur de l'époque, de thèse, enfin de maîtrise d'abord, et de thèse ensuite, René Raymond, qui n'était pas particulièrement d'extrême gauche, hein, René Raymond, qui m'a dit, mais enfin, Stora, vous faites la révolution tout le temps, vous voulez tout le temps faire je ne sais pas quoi, mais pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas déjà à une révolution dont on ne parle pas, qui est ce qui s'est passé en Algérie? J'ai dit, bah oui, c'est vrai, ça parle de toutes les révolutions. À l'époque, je parle des années 70, il y avait beaucoup de livres qui sortaient à cette époque-là, sur toute une série d'aspects touchant au socialisme, à l'économie, à la révolution, etc. Mais en France, à cette époque-là, dans les années 74, 75, dans le fond, on ne parlait pas de l'Algérie. Il n'y avait pas d'études, il y avait quelques historiens comme Charles-Robert Ageron, comme René Galissot, mais il n'y avait pas énormément de travaux de ma génération. Il n'y en avait même pas du tout. De gens qui avaient mon âge, c'est-à-dire à l'époque 23, 25 ans, ça n'existait pas, il n'y avait pas de travaux de recherche ni rien. Et donc à partir de là, je me suis dit, tiens, effectivement c'est étrange, parce que ce pays, qui est quand même si proche de l'histoire française, dans le fond est très peu étudié. Donc j'ai commencé à regarder, et comme j'étais très engagé dans un mouvement trotskiste à cette époque-là, il se trouve que ce mouvement-là avait combattu aux côtés des Algériens pour l'indépendance, mais de manière très ancienne, puisque c'était un mouvement qui avait combattu dans les années 1930, 1950, notamment autour de la grande figure de Messali et de Messali Hadj. Et quand Messali est mort en 1974, ils avaient sorti des grandes biographies de lui, et là je me suis dit, dans le fond, pourquoi ne pas travailler sur cette révolution, sur ce nationalisme? Et j'ai commencé à m'intéresser, disons, à cette histoire, et en m'intéressant à cette histoire, je me suis aperçu, d'autre part, qu'il y avait des archives inédites, enfin qui n'étaient pas exploitées, qui n'étaient pas connues. Et par des vieux militants algériens trotskistes, j'ai pu rencontrer, qui étaient dans l'opposition naturellement à l'époque au pouvoir politique algérien à cette époque-là, que j'ai commencé, disons, à avoir accès à des archives de militants algériens. De militants algériens, et d'abord, à cette époque-là, avoir accès aux mémoires de Messali, qu'il avait rédigé juste avant de mourir et qu'il n'avait pas eu le temps de finir, rédigé à la main, et j'ai été présenté à la fille de Messali par des militants trotskistes, à la fois français et algériens. J'étais très jeune à cette époque-là, j'avais 25 ans, 24 ans, et elle m'a fait confiance, Janina, donc la fille de Messali, et elle m'a confié, par conséquent, c'est les mémoires de son père. Et donc, ça a été pour moi comme une sorte de cadeau inespéré, parce que ces mémoires qui retraçaient toute la généalogie, la genèse, l'origine du nationalisme algérien, dans le fond, je m'apercevais que ça ne correspondait pas du tout à l'histoire officielle algérienne telle qu'elle était connue de l'autre côté de la Méditerranée, et puis c'était un terrain vierge.
qui était complètement inexploité et complètement inexploré. Donc il y avait aussi l'excitation du chercheur solitaire, jeune en plus, qui a le sentiment d'avancer sur un terrain à défricher complètement, à découvrir complètement. Donc il y a une excitation dans la solitude du chercheur qui est quand même très très importante avec ces archives-là. Puis ensuite, il y a eu la rencontre l'année suivante avec un autre, à la fois historien et acteur algérien, qui est Mohamed Harbi, bien sûr, qui venait de sortir aux origines du FLN en 1975, et je l'ai rencontré à cette époque-là, donc en 1975-76, et lui aussi, pardon, donc il m'a aidé, présenté d'autres responsables et militants algériens, et puis par mes engagements, je les connaissais aussi, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il faut se replacer dans le contexte des années 75, 76, 77, au moment où je rédigeais ma thèse, par conséquent, sur Messali, que j'ai pu rencontrer, disons, des militants de l'opposition algérienne, mais qui avaient joué un très grand rôle dans l'histoire intérieure, comme aussi Naïd Ahmed, qui m'a beaucoup aidé aussi, que j'ai rencontré aussi à cette époque de la fin des années 70, que j'ai croisé les gens du PRS, notamment Boudiaf, bien sûr, qui était déjà un vieux militant, mais tous ces gens étaient très seuls. Il faut se représenter de l'époque que c'était. Disons, ils étaient très seuls par rapport au monde de la recherche, au monde académique, au monde intellectuel français notamment, puisqu'ils vivaient en exil, pour la plupart d'entre eux. Et voilà qu'il y a un jeune chercheur qui s'intéressait à eux, qui allait les voir, les interviewait, qui leur demandait des archives, des précisions sur leur parcours, etc. Bref, ça a été à la fois un combat historien classique d'écriture, mais aussi un combat politique, un combat militant. Sur ce qu'était la pluralité de ce nationalisme, ces figures, disons, au secret, à l'époque, qui n'étaient absolument pas connues. Ensuite, j'ai soutenu, bien sûr, ma thèse sur Messali en 1978, mais tous ces contacts-là m'ont été extrêmement précieux. Je pense aussi à d'autres personnes qui me viennent à l'esprit en parlant, comme Ali Haroun, Omar Boudaoud, que j'ai rencontré, etc., qui étaient des dirigeants de la Fédération de France, du FLN, et qui m'ont beaucoup aidé pour faire un autre travail dans la foulée de ma thèse, qui était un dictionnaire biographique de militants algériens, de militants nationalistes. Et entre 1978 et 1985, j'ai donc fait ce dictionnaire tout seul de 600 biographies du mouvement national algérien, c'est entre 1926 et 1954, et avec la rencontre aussi très importante de quelqu'un qui est aussi dans la salle ce soir, qui est Abdelmejid Merdassi, que je salue bien sûr, et qui m'a beaucoup aidé sur le plan méthodologique, à comprendre, à connaître les relations intérieures à la famille politique du nationalisme algérien, qui était une famille homogène vue de l'extérieur, mais très compliquée vue de l'intérieur. Et justement, ce nationalisme algérien, pourquoi avez-vous choisi de l'aborder d'abord par le biais de la biographie, de l'élément biographique? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que à l'époque, si on revient dans les années 70, ce qui dominait dans les études historiques et puis dans la pensée en général, c'était la macro-histoire et la composante économique de l'histoire. C'est ce qu'on appelait la question économique du passage au socialisme, le mode de production asiatique. Enfin, il y avait des discussions sans fin sur la question de la nature, de l'état ouvrier de tel ou tel pays. Enfin, je ne détaille pas là-dessus, c'était vraiment très polarisé sur des dimensions idéologiques, disons, de ce que pouvait être un mouvement nationaliste, etc. Or, la dimension biographique, pour moi, me permettait de descendre dans la société, c'est-à-dire d'écrire et de comprendre cette histoire à hauteur d'homme, et non pas simplement à partir des grandes matrices idéologiques qui m'apparaissaient évidemment nécessaires. Il fallait absolument, naturellement, se situer du point de vue idéologique dans des dynamiques anticoloniales. Pour moi, c'était de l'ordre de l'évidence. Étant donné mes engagements politiques, pour moi, c'était quelque chose d'acquis. Il n'y avait pas à discuter s'il fallait savoir si la colonisation avait été positive ou négative. Pour moi, c'était réglé. C'est la question de l'indépendance politique et toutes ces questions-là, dans ma tête, n'étaient pas des questions que je me posais. Je me suis posé après, quand il y a eu des retours nostalgiques en France. Mais à l'époque, c'était des questions que, dans le fond, on ne se posait pas. Mais ce qu'on n'arrivait pas, enfin, en tout cas, ce que je n'arrivais pas à comprendre,
c'était les déchirements intérieurs de ce nationalisme qui partageait lui aussi cette conviction commune de la question de l'indépendance, où tout le monde était d'accord sur le fait de se débarrasser de la colonisation, et pourtant était traversé par des déchirements absolument invraisemblables, qui se sont malheureusement conclus par des affrontements très violents entre nationalistes, notamment pendant la guerre d'indépendance, notamment, on le sait, entre le FLN et le MNA, bien sûr, et pas seulement. Et ce déchirement intérieur du nationalisme algérien, pour moi, me paraissait, vu de l'extérieur, incompréhensible, puisqu'ils partageaient le même but, ils étaient sur la même cause, le même objectif. Il me paraissait d'autant plus incompréhensible que quelquefois, des personnages qui s'entretuaient appartenaient des fois à la même famille, tout simplement. Donc il fallait que descendre le plus bas possible pour essayer de comprendre, disons, les motivations presque individuelles. C'est-à-dire que comprendre le rapport à la société, à sa société, à la religion, à l'État, à l'économie, le rapport de l'endogamie, enfin, au sens de la vie personnelle avec d'autres, etc. Et donc, par conséquent, comme j'y arrivais pas, et comme je n'arrivais pas à comprendre, je rencontrais par exemple des militants, des anciens militants responsables du FLN, qui avaient combattu férocement les légions du MNA de Messali, mais qui continuaient d'admirer profondément Messali en privé. Je parle des années 70, hein. C'est pas après, hein, c'est pas les années 2000. Et là, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment il continue d'admirer le personnage tout en l'ayant affronté les armes à la main, quand même. C'était quand même, pour moi, une interrogation extraordinaire. C'était, même certains en venaient même à pleurer en me racontant leur histoire. Je me disais, c'est une tragédie intime, une tragédie personnelle. Cette violence à l'intérieur du nationalisme, pour moi, c'était un motif d'interrogation extrêmement troublant. Et pour essayer de dénouer cette question-là, bien sûr, j'ai donc fabriqué, entre guillemets, un dictionnaire. C'est-à-dire pour savoir comment et quelles étaient les trajectoires de chacun de ces personnages. Ce dictionnaire qui m'a pris 8 ans de travail, hein, j'ai fait une seconde thèse, cette fois-ci en sociologie, à partir de ce dictionnaire biographique, pour essayer de reconstruire aussi les appartenances régionales, les appartenances familiales, le rapport à la France, le rapport à la culture, etc. etc. dont j'ai fait effectivement une seconde thèse. Donc, par conséquent, le détour par la biographie, pour moi, à cette époque-là, était un détour décisif. D'ailleurs, je n'ai pas arrêté, parce que j'ai continué à faire des biographies. Ouais. Parce qu'après, j'ai fait des biographies de Abbas, mais après, j'ai fait des biographies françaises, et pas simplement algérienne, puisque j'ai fait ensuite une biographie du général de Gaulle, le ministère de Gaulle en 2009, et puis une biographie de François Mitterrand sur l'Algérie, que j'ai sortie en 2010, parce que je voulais sortir là aussi des considérations abstraites, idéologiques ou autres, notamment pour François Mitterrand, et pour de Gaulle aussi, c'est-à-dire de sortir, disons, de la gangue idéologique. Pour l'un, le socialisme, pour l'autre, entre guillemets, le gaullisme, mais d'essayer de comprendre les motivations intimes, personnelles, presque secrètes de chacun des personnages, dans leur rapport à cette histoire, naturellement l'histoire algérienne que je connaissais le mieux. D'où cette biographie de Gaulle avec sa décision de passer à l'autodétermination, et cette biographie de François Mitterrand, qu'il a essayé de dissimuler sous la 4e République, notamment dans le fait qu'il était ministre de la Justice, en 1957, et que beaucoup d'Algériens avaient été guillotinés lorsqu'il était président de la République. Donc pour moi, c'était essayer de percer tous ces mystères, dans le fond, par la biographie. Donc j'ai continué, disons, les trajectoires biographiques. C'est justement ce qui fait la singularité de votre travail d'historien. C'est cette façon d'abord de réhumaniser le fait historique, de le décrypter à travers l'élément humain et ses spécificités, et cette façon, finalement, de croiser les mémoires sans les opposer. C'est cette méthodologie que vous avez continué à utiliser tout au long de votre parcours. Oui, j'ai essayé effectivement pour comprendre chacun des camps, entre guillemets, de ne pas rester enfermé dans un seul camp. Si je voulais comprendre du côté algérien ce qu'avait été le nationalisme algérien, il me fallait circuler à travers l'ensemble des courants de ce
ce nationalisme, qui était extrêmement divers, extrêmement pluriel, qui n'était pas homogène. Il y avait bien sûr le courant de Messali, l'étoile nord-africaine, le PPA, etc. Mais il y avait aussi le courant de l'UDMA, de Abbas. C'est pour ça que j'ai travaillé sur ce courant-là. Et d'ailleurs, j'ai une de mes étudiantes qui ensuite a travaillé, a fait une thèse sur l'UDMA, Malika Lahal, qui a travaillé là-dessus. Il y a le courant, bien sûr, des oulémas, qui est très important dans l'histoire intérieure algérienne. Le courant du Parti communiste algérien aussi, qui est très important. Bref, un certain nombre de courants, il me fallait circuler à travers tous ces courants. Et de ne pas rester enfermé dans une seule dimension, parce que, dans le fond, moi, j'ai jamais voulu être assigné à résidence sur une seule optique, en ayant des principes que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire l'appartenance à une histoire anticoloniale, bien sûr, mais en essayant de comprendre les motivations de chacun des acteurs, d'essayer de rentrer presque dans chacune des pensées de ces acteurs, de leurs actes, etc. Mais il en était de même pour les acteurs, j'allais presque dire pro-coloniaux, c'est-à-dire de ceux qui, dans le fond, ont cru en l'Algérie française, se sont battus pour cela, et même si j'étais pas d'accord, bien sûr, avec leurs présupposés, néanmoins, j'ai essayé, disons, de comprendre, de savoir quel était leur parcours. C'est pour ça que j'ai travaillé sur les appelés en Algérie. J'ai fait un livre qui est sorti chez Gallimard en 1997, Les appelés d'Algérie, qui est un livre que j'ai ensuite développé dans un autre ouvrage qui est sorti aux arènes 10 ans après, à partir d'un recueil de paroles de soldats français sur leurs motivations, leurs engagements, leurs hésitations, leurs peurs, leur désarroi par rapport à cette question-là. Et ça concerne un groupe de mémoire particulièrement important, puisque c'était 1,5 million quand même de soldats français qui sont partis en Algérie faire cette guerre, quelquefois pendant 30 mois, c'est quand même considérable. Et donc j'ai écrit un livre sur eux. J'ai travaillé aussi sur, moins peut-être sur la question des pieds noirs que sur la question des juifs d'Algérie. Évidemment, je connaissais particulièrement cette histoire, puisque j'en étais moi-même issu. Donc je voulais savoir aussi quelle avait été la trajectoire, quel a été le destin de cette communauté particulière, à la fois appartenant au monde indigène, c'est-à-dire au monde d'origine de l'Algérie, et en même temps s'en étant séparé. Hein, tout le monde le sait, le décret Crémieux, etc. Enfin bref, mais aller plus dans le détail, c'est cela qui m'a fait écrire un livre qui s'appelle Les Trois Exils, hein, sur l'histoire des Juifs d'Algérie, cette sorte d'entrée dans la citoyenneté française, donc dans le monde européen, dans ce qu'on appelle la trajectoire de l'assimilation, hein, qui est assez classique, tout en étant jamais considérée comme entièrement français, puisqu'elle a été elle-même victime d'un antisémitisme européen extrêmement féroce, notamment à Alger, avec l'élection de Drummond, Max Régis, etc. Donc c'était aussi cette complication qui m'a intéressé. Dans le fond, ce qui m'intéressait toujours, à l'intérieur de chacun de ces groupes particuliers, dans un camp comme dans l'autre, dans une histoire comme dans l'autre, c'était aussi de m'intéresser au déchirement intérieur, c'est-à-dire les hésitations, les choses qui permettaient de comprendre peut-être les bifurcations possibles, hein, de chacun de ces groupes. À partir de là, comprendre l'histoire, et l'histoire de ce pays en particulier, c'était comprendre l'histoire des croisements. Et non pas essayer de reconstruire une histoire commune, parce que je crois que j'ai pratiquement jamais utilisé cette expression. Moi, j'ai plutôt utilisé tout le temps le mot de croisement. Parce que je n'ai pas cru dans les histoires, vous savez, de familles fraternelles qui se disputent, etc. Je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que le rapport entre la France et l'Algérie soit une histoire de famille. Je ne crois pas du tout. Parce qu'il y avait effectivement des mondes séparés. Il y a un monde qui dominait l'autre. Et ce ne peut pas être une histoire de famille quand il y a un monde qui domine l'autre. C'est pas possible. Donc je ne crois pas à ça. Par contre, je crois à des histoires de bifurcation et de croisement. C'est autre chose. Hein, c'est-à-dire à la fois d'une histoire conflictuelle, et une histoire aussi où on peut se reconnaître en miroir par rapport à la trajectoire de l'autre. Et au-delà, en appoint de ce travail de recherche, vous avez aussi cherché à le populariser au sens noble du terme. Vous avez notamment travaillé sur l'image, vous avez fait des documentaires. Ça passe également par votre travail de professeur. Quelle était votre démarche, justement, à partir de ce travail sur l'image, pour la transmission? Effectivement, je me suis aperçu à un moment donné que l'écrit, ça ne suffisait pas.
J'ai beaucoup travaillé de manière assez classique hein, sur les archives écrites dans les années 70-80, pendant une vingtaine d'années. Mais à un moment donné de mon itinéraire intellectuel, dans le fond, je m'apercevais qu'un passage à la télévision me donnait beaucoup plus, entre guillemets, de notoriété, de côté visuel par rapport aux gens, que tous les livres que je pouvais écrire. Donc c'est quand même, d'ailleurs, je le vois encore toujours aujourd'hui, hein. Ah ouais, je vous connais, j'ai vu à la télévision. D'accord, mais le mec n'avait pas lu un seul de mes livres, donc c'est assez chiant, quoi. C'est vraiment emmerdant, ce genre de truc. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, dans le fond, bah allons-y, puisque ça passe par là, on va essayer disons, de produire, disons, un récit historique à peu près cohérent en partir des images. Donc, ça a été l'expérience des années algériennes, qui a été diffusée en 1991. Et puis, bon, je ne citerai pas tout, et puis surtout l'indépendance aux deux visages, qui est un documentaire sur le passage à l'indépendance de l'Algérie, en interviewant beaucoup d'acteurs algériens, dont certains sont aujourd'hui décédés, et qui ont été interviewés par moi, et dans un documentaire ensuite qui s'est appelé Conversation avec les hommes de la Révolution algérienne, qui est un documentaire qui fait 3 heures, qui a été diffusé sur la chaîne Histoire en 2003, hein, où il y a beaucoup d'entretiens sur les engagements personnels, d'ailleurs, de chacun de ces grands acteurs. Bon, je ne vais pas ici citer tous les noms, j'en ai déjà cité un certain nombre, aussi Ahmed, Mohamed Arbi, Ali Haroun, etc., Asdin, commandant Asdin, enfin bon, Saoud El-Arab aussi, mais qui est décédé maintenant. Donc, ils sont des personnages très importants de l'histoire intérieure algérienne, qui ont parlé très longuement avec moi devant la caméra de toutes ces histoires, à la fois de combats politiques et d'affrontements, je veux dire, politiques, notamment au moment du passage à l'indépendance de l'Algérie. Donc, ça a été pour moi une expérience très importante de préservation de la mémoire par l'intermédiaire des images. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait décisif. Alors, et puis aussi, j'ai un autre documentaire qui s'appelle La Déchirure, qui est passé en 2012, je crois. Donc, il y a eu plusieurs documentaires où je me suis investi pour essayer de faire en sorte, disons, de produire un récit qui touche le plus grand nombre possible de personnes. Bon, avec des images d'archives qui sont quelquefois très difficiles à trouver, parce qu'il y a aussi une part d'illusion dans le travail sur les images, qui est de croire qu'on va avancer la preuve par l'image. Or, quelquefois, vous savez, en histoire, il n'y a pas de preuve par l'image, ça n'existe pas. Lorsque vous avez une décision d'enlever quelqu'un, de le tuer, ou je ne sais pas quoi, on ne va pas s'amuser à faire des ordres écrits, ou de filmer, ou de photographier, ça n'existe pas. Autour du cas de Maurice Audin, pour montrer ce qu'avait été, disons, la gravité et la cruauté de cette bataille, à travers les enlèvements, les disparus, la torture et les assassinats d'un certain nombre de militants algériens de cette époque-là. Donc c'était un cas emblématique. Hein, on le sait, après, il y a eu le livre d'Henri Allègre, La Question, plusieurs mois après, etc. Mais Maurice Audin, dans le fond, c'était un marqueur essentiel de l'identité à la fois de la gauche française et puis de ceux qui refusaient cette histoire de Maurice Audin en disant il n'y a rien, il ne s'est rien passé, etc., etc. Donc le geste accompli par le président de la République cette année est extrêmement important parce que c'est effectivement la première fois qu'un chef d'État en France reconnaît la responsabilité de l'État dans l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat d'un militant algérien. C'est très important, ça ne s'était jamais produit parce qu'il y a eu des déclarations de Jacques Chirac, même de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, bien sûr, de condamnation du colonialisme. Il y a eu des discours idéologiques, disons, de condamnation du système extrêmement cruel, etc., etc. Le discours de Constantine, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qu'on a oublié aujourd'hui, mais était un discours, disons, qui insistait sur cette dimension. Mais jamais, à l'appui de ce discours très général, on avait, disons, des exemples très concrets de condamnation qui permettaient de se situer, de comprendre ce qui s'était réellement passé. À travers l'histoire Audin, et donc de la reconnaissance d'Audin, ce qu'a fait Emmanuel Macron est un geste qui ouvre, disons, sur d'autres possibilités de regard, parce que là, on a un exemple concret. Vous savez, ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire, elle s'écrit à hauteur d'homme. Il y a une histoire, bien sûr,
des grands systèmes d'explication, il y a une histoire très idéologisée qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, qu'il faut transmettre. Mais l'histoire à hauteur d'homme, c'est celle qui permet aussi d'avancer concrètement. Si on prend des cas très particuliers. Il est évident que immédiatement derrière l'histoire de Maurice Audin se profilent d'autres personnages très importants, cette fois-ci directement aussi dans l'histoire intérieure algérienne. Non pas que Maurice Audin ne le soit pas, parce que pour moi il l'est dans l'histoire intérieure algérienne, mais d'autres cas, en particulier très célèbres comme celui de Larbi Belmidi, qui a été assassiné lui aussi, et qui peuvent et qui doivent, disons, immanquablement, disons, se poser à la conscience collective française. Donc c'est dire, bon, Larbi Belmidi, je ne vais pas ici faire ça, et retracer son parcours, hein, qui a été un des grands dirigeants politiques, non pas cette question militaire, mais politique, de l'histoire algérienne antérieure et du nationalisme, et son assassinat, disons, est emblématique du sort réservé à beaucoup d'autres disparus, disons, algériens et de ceux qui ont été assassinés. Donc c'est vous dire le marqueur, le geste, l'importance, disons, de ce geste politique d'Emmanuel Macron, suivi par un autre geste, donc, qui, là aussi, va intéresser l'Algérie et ouvrir beaucoup de débats, de discussions, mais je crois que c'est nécessaire, parce que, vous savez, l'histoire qui avance, elle se fait aussi par des gestes politiques. C'est le problème de la restitution des œuvres, disons, qui ont été pris, volés, par la France, notamment sur le continent africain, et qui ont alimenté un très grand nombre de musées en France. Son discours de Ouagadougou est un discours très important, et avec la volonté de restituer, de commencer à restituer une trentaine de pièces venant principalement, je crois, du Quai Branly, si mes souvenirs sont bons. Là aussi, on a une ouverture nouvelle de rapports qui peuvent s'établir ou s'instaurer entre la France et son histoire et la France et ses anciennes colonies. Est-ce que ça vous semble un pas vers une sorte de refondation des liens, ou en tout cas un nouveau pas vers ce que l'on peut appeler la paix des mémoires? Il faut l'espérer, pourquoi pas? Parce que de toute façon, les gestes de ce type sont toujours indispensables, sont toujours nécessaires. Je pense, de mon point de vue, moi, c'était le combat que j'ai mené depuis des années. Donc, c'est pas, pour moi, c'est très important, bien sûr. Maintenant, ces gestes politiques symboliques, ils sont, comment dirais-je, à la fois indispensables, comme j'allais presque dire, comme des préalables. Bon. Mais il y a d'autres, pour refonder, pour favoriser, pour aider, il y a beaucoup d'autres gestes, beaucoup d'autres initiatives qui peuvent être prises sur le plan politique et sur le plan économique aussi, parce que bon, il y a le plan naturellement stratégique qui est celui de l'histoire, mais sur le plan économique, la France n'est plus le premier partenaire commercial de l'Algérie, c'est la Chine aujourd'hui. Donc c'est dire aussi que cette question économique, elle n'est pas négligeable dans le fait de refonder une relation, de rééquilibrer une relation, de voir ce qui peut être fait ensemble. Et puis il y a le plan culturel, parce que, évidemment, l'Algérie, par rapport à la France, reste aussi un très grand pays francophone. Bon, c'est un aspect, disons, tout à fait important, tout à fait décisif. Donc il y a beaucoup d'initiatives de tous ces types-là qui peuvent être pris entre les deux rives de la Méditerranée. Et justement, cette refondation des liens interméditerranéens passe nécessairement par les gestes politiques que nous venons d'évoquer, par un nouveau travail de recherche approfondi à partir des pistes ouvertes par ces gestes politiques. Est-ce que vous allez vous y attacher? Oui, pourquoi pas? C'est le prolongement de ce que vous avez déjà fait depuis 40 ans. Oui, pourquoi pas, oui. Moi, je sais pas, c'est pas ça. Moi, vous savez, maintenant, je suis à la retraite. Il faut le dire vite. C'est parce que j'ai 68 ans demain. Donc c'est... je fêterai ici en Algérie, donc, cet anniversaire. Merci, Brigitte. Dont on reconnaît tous la voix, bien sûr. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, pourquoi pas, il peut y avoir, disons, une initiative qui est faite ou préparée sur la question des deux rives, etc. Mais là, pour l'heure, disons, je suis surtout attaché à une autre activité, qui est la présidence du musée de l'histoire de l'immigration en France,
qui est quand même, c'est ma 5e année à la présidence de ce musée d'histoire, qui est un gros musée quand même, hein, puisqu'on a, bon, enfin un gros musée, c'est un musée qui existe maintenant depuis quelques années, il y a 400 000 visiteurs, bon c'est quand même pas mal, il y a un certain nombre d'expositions qui sont faites, dans un climat en France difficile, parce que c'est quand même un climat où on brandit davantage le drapeau tricolore que le drapeau rouge de la fraternité avec tous les immigrés. Hein. Donc on a quand même une situation pour un musée d'immigration qui est difficile, hein, qui n'est pas simple. Hein. C'est-à-dire faire accepter l'histoire des autres, faire en sorte que l'histoire des autres intègre une histoire nationale. C'est une tâche quand même complexe et aussi une tâche compliquée parce que ça passe par des expositions qui font la part belle aussi à l'art contemporain. C'est le cas de l'exposition en ce moment, par exemple, qui s'appelle Persona Grata, où sont exposées un certain nombre d'œuvres d'artistes très contemporains qui sont issus de l'immigration aujourd'hui. Et c'est pas simple de faire venir aussi un public nombreux, attaché à une histoire qu'ils connaissent mal, ou qu'ils ne veulent pas connaître, à travers aussi l'art contemporain. Mais enfin, il y a quand même des progrès qui ont été faits quand même en France, comme tout à l'heure, on évoquait ces gestes du président de la République, il y a quand même des progrès qui ont été faits, puisque par exemple à la télévision française a été diffusé un documentaire très important qui s'appelle L'histoire d'une nation, qui est passé il y a un mois environ, qui raconte, disons, comment s'est fabriquée une part de l'identité, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'identité française, avec l'apport migratoire. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et le fait que, pour la première fois aussi, cette histoire de l'immigration entre dans les manuels scolaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça n'existait pas. Donc, la place des étrangers en France. Donc, il y a quand même un certain nombre de batailles que je continue de livrer, mais sur d'autres terrains que sur l'histoire strictement algérienne.